Donc allons-y pour des exercices qui sont beaucoup plus théoriques. Alors, il y en a un qu'on aurait pu faire dans le chapitre sur les normes, vu que ce point-là, on l'a vu dans le chapitre sur les normes. Mais comme la deuxième, comme c'est théorique et que la deuxième partie, en fait, c'est un exo de cours. Là, c'est vraiment une preuve de cours, double preuve de cours. Il faut prouver la caractérisation séquentielle de la continuité et derrière, on va prouver ce qui se passe quand, si on a une partie dense, le fait que les fonctions sont égales pour tout x enfin, si on a une partie dense, le fait que les deux fonctions sont égales partout. Euh, Soyons clairs, le deuxième point, on l'a vu hier, enfin, on va l'écrire là, mais utilise le premier point, c'est pour ça qu'il faut qu'on prouve le premier point. Euh, Allons-y. Déjà, première question pour vous. Donc, on veut prouver que f est continu en A si et seulement si pour tout de suite f de xn tend vers f de A. Donc, ils appellent ça P1 et P2. Dans quel sens c'est le plus facile? P2 implique P1 ou P1 implique P2? Il y a un sens qui me paraît beaucoup plus facile que l'autre. Moi, j'ai dit Égé? P2 vers P1 pour exploiter les définitions avec les epsilon et les grands N et tout. Euh, alors, justement, si on fait... Alors, écrivons. Non, mais juste, je vais l'écrire pour qu'on Ce se... que j'ai compris, c'est l'inverse en fait. Parce que si c'est continu en A, pour tout epsilon, donc à partir de n, ça va être inférieur à ça. Donc quand on fait passer la limite, le xn, l'intérieur, la différence doit être inférieure à eta. Voilà, c'est plutôt si, en fait, et c'était plutôt la logique que je voulais vous réexpliquer ici. Quand vous avez une définition avec f continu en A, vous avez une définition avec que des quantificateurs continus. C'est-à-dire un pour tout epsilon, ok, vous l'aurez des deux côtés. Vous aurez un pour tout, enfin, il existe un état strictement positif, et ce état est un réel. Et du coup, si vous avez cette définition-là qui marche, vous allez pouvoir dire, enfin, vous allez pouvoir placer votre état, par exemple, non, enfin, en fait, ouais. Non, les deux sont pas si compliqués que ça l'un de l'autre. Mais en général, donc vous avez des quantificateurs continus, de l'autre vous avez des quantificateurs discrets. En gros, j'essaie d'expliquer, c'est souvent plus facile de passer du continu au discret que du discret au continu. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire, mais les deux vont pas coûter beaucoup plus cher. Oui, Axel? Est-ce qu'on aussi, pour les P1 et P2, est-ce qu'on pourrait faire contraposer en disant la caractérisation séquentielle, en disant que. Ah non, mais non, En général, tu veux pas vraiment nier des choses qui sont des égalités. Alors, il n'y a même pas de il existe. Là, ça m'a l'air compliqué de passer par la contraposée. Donc, allons-y. On a, pour tout epsilon strictement positif, il existe continuant A. Donc, le A est déjà fixé, donc c'est bon. Il existe état strictement positif tel que norme de x moins A plus petit que état implique euh, norme de f de x moins f de a plus petit que epsilon. Et je remonte un tout petit peu dans mon exo, oui. Ils font ce que je fais moi en classe, c'est-à-dire qu'ils précisent que c'est une norme sur E celle-là et que ça c'est une norme sur F, vu qu'on est passé du départ à l'arrivée. Ok, on a ça. Bah, et qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Si maintenant j'ai une suite xn qui tend vers A, c'est ce qu'on doit avoir, c'est pour tout de suite d'éléments xn qui tend vers A, alors on a quelque chose. Donc si xn tend vers A quand n tend vers plus l'infini, je vais aller dire quoi? Je vais aller dire que pour tout, alors, je vais l'appeler, pour tout delta, c'est juste que j'ai epsilon avant, mais c'est pour vous faire, pour tout delta strictement positif. Il existe un rang n delta appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à n delta, on va avoir la norme dans E de xn moins a, qui est la norme dans E, qui est plus petite que delta. Et du coup, Ege, c'est ce que tu m'as dit, en disant ça va mieux marcher dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Il suffit de dire.
pour qu'on ait la conclusion que f de xn moins f de a, elle va être plus petit que epsilon, quel que soit le epsilon que je fixe. C'est la seule idée qui reste. Là, j'ai juste appliqué 2 définitions de cours. Il y a une seule idée à dire. Et on a fini le sens direct. Axel ? On pourrait pas composer par F? Il n'y a absolument pas composé par F. Non, non. Je vais vous l'écrire. On veut conclure. Donc, ou je vais peut-être baisser un peu. J'ai plus besoin du texte. Je vais le baisser un peu. On le mettra ailleurs après s'il faut. J'ai pas besoin de ça du coup. Donc, en gros, je vais admettre que si xn tend vers a, je vais conclure que f de xn tend vers f de a. Donc, je vais conclure juste au-dessus que pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n epsilon appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à n epsilon. Je dois conclure ça à la fin. F plus petit que epsilon. Est-ce qu'on est d'accord? Je dois conclure comme ça. C'est ça que je vais conclure à la fin. J'ai mon epsilon, j'ai mon pour tout epsilon déjà écrit, et j'ai déjà mon f de x moins f de a plus petit que epsilon. Ça, je vais le garder. On est d'accord que la première ligne que j'ai écrite, c'est le bon epsilon, j'ai bien le bon encadrement, j'ai tout ce qu'il me faut. Quel est le seul paramètre sur lequel je peux jouer? Julien? Ah non, le a, il peut pas bouger. On veut vérifier que la fonction est continue en a. On a fixé le a, on est en un point fixe. C'est pas ça qu'on peut faire varier, hein, pas du tout. Est-ce que c'est état que vous pouvez faire varier? Bah non, parce qu'il existe. C'est quand même pas compliqué, quel est le seul truc qui peut varier? Axel? Bah oui. Le seul paramètre d'ajustement que vous avez là-dedans, c'est delta. Regardez ce qui est écrit en la ligne en delta. Vous voulez que delta, il vaille quoi? Julien? Delta, c'est un rang? À quelles conditions je peux dire que f de x et f de a sont plus petits que epsilon? Axel? En utilisant norme de xn moins norme de a. Voilà, on remplace delta par, vu ça pour tout, on remplace delta par norme de xn moins la norme de a. Bah pourquoi? Vraiment, il n'y a qu'une seule ligne à trouver. Enfin, il n'y a qu'un seul truc à... Le seul paramètre qu'on peut jouer, c'est delta. Qu'est-ce qu'on veut comme valeur de delta? Et on a gagné, hein, c'est fini. Julien? Bah oui. Si je prends delta, pour delta est égal à eta. Pour delta est égal à eta, on a... Il existe un rang n eta ou n delta, si vous voulez, je m'en fiche, mais qui va devenir ici en dessous, ça va devenir exactement mon rang n epsilon, appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à ce n eta, bah j'ai xn moins a, qui est plus petit que eta. Et donc par ce qui est là, ceci est, j'ai ça qui est vérifié avant, donc j'implique ce truc-là. J'ai écrit la définition. La seule chose de cette preuve, c'est connaître vos définitions et juste penser à dire ah, et c'est bon. Alors, j'ai quand même fait quelque chose, moi, qui devait vous aider. J'ai pensé à pas réécrire pour tout epsilon la deuxième. Ce qu'on écrit à chaque fois quand on écrit nos définitions. Il aurait fallu écrire pour tout epsilon 1, pour tout epsilon 2. Et on aurait écrit un pour tout epsilon 3, il fallait comprendre que le epsilon 3, on voulait que ce soit la même chose que le epsilon 1, et que le seul paramètre de variable qu'on aurait eu, c'était le epsilon 2. Dur cette preuve, c'est pas...
Faut savoir le faire, hein, ça, ce sera demandé à l'oral, hein. Et je vais être clair avec vous, hein, c'est pas la priorité de ce que je vais réviser quand on va faire notre révision des oraux, puisqu'on l'aura déjà fait en classe, celui-là. Mais c'est pour ça aussi que je le fais en classe. Je sais que c'est pas des trucs super simples pour vous. Alors, justement, donc là, c'était le passage, entre guillemets, du continu au discret. C'était pas... Enfin, voilà. Euh, Maintenant, on va passer du discret au continu, ce qui est en général un tout petit peu plus dur. Alors, allons-y. On a, euh, quelle que soit la suite xn qui tend vers A, on a f de xn qui tend vers f de A. Pardon, peut-être que je laisse encore un peu. Je vais quand même baisser d'une ligne juste pour voir ce qui se passe. Je peux aller jusqu'à la barre là? Ouais, je peux aller là. On a donc j'ai en gros un si pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n epsilon appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, j'ai la norme de xn-a qui est plus petit en norme E qui est plus petit que epsilon. Ça implique que pour tout delta strictement positif, il existe un état... non, c'est un f de xn, c'est une suite, excusez-moi. Il existe un n delta appartenant à grand N avec, pour tout n supérieur ou égal à n delta, je vais avoir f de xn moins f de a qui est plus petit que delta. Voilà ce qu'on a. Est-ce que ça va à tout le monde? J'ai juste écrit ce qu'on sait. On a ça, et je vais réécrire un peu plus bas. Normalement, ça devrait aller, il faut juste avoir l'idée. Donc, encore une fois, je fais comme tout à l'heure. Donc, je vais mettre f et continu en A. Ce qui est au-dessus, ce qu'on va écrire, c'est pour tout. Alors, juste là, juste d'un point de vue cohérence et sens. J'écris quoi vis-à-vis des notations que j'ai mis en haut? Plutôt un pour tout epsilon ou plutôt un pour tout delta? Vis-à-vis des cohérences de la cohérence des notations qui est en haut. Égé? Bah, le epsilon que je me suis donné, il contrôle une norme sur E. Le delta que je me suis donné, il contrôle une norme sur F. Quand je veux dire que F est continu, je dois contrôler une norme sur quoi? Enfin, sur F. Voilà, c'est... Donc, je vais l'écrire tordu, mais c'est mes notations. Pour tout delta strictement positif, je veux qu'il existe un état strictement positif tel que x moins a plus petit que état en norme E implique f de x moins f de a plus petit que delta en norme f. Ok. Donc on veut obtenir ça. Donc entre guillemets, c'est un peu... Oui, enfin c'est cohérent. Là j'ai un bug juste. Oui, bah enfin l'idée est quand même là, mais je bug un tout petit peu. Quel est le seul paramètre, encore une fois, comme dans l'autre exercice, qu'on peut faire varier? Oui. On peut pas remplacer l'état en bas par l'epsilon en haut, parce qu'on sait qu'à partir du n epsilon de haut, on va être inférieur la différence entre xn et a, ça va être inférieur à epsilon. Euh,
Alors, il y a un truc qui manque dans ton argument, c'est ça qu'il faut. Mais c'est la vraie idée. Tu me dis, tu veux remplacer. Alors, attends, tu m'as dit epsilon par état. Ouais, voilà. Donc, le seul paramètre qu'on a, c'est epsilon. Tu veux remplacer epsilon par état. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui manque, en fait. Mais c'est un peu dans la façon d'écrire. C'est qu'ici, en gros, c'est pour tout x appartenant à E, tel que la norme de x moins a. C'est-à-dire que tu dois me faire un raisonnement quel que soit x. C'est là le passage au continu, entre guillemets. Alors qu'avant, là-haut, tu as un xn une suite. Comment on va créer le passage du discret au continu? C'est la dernière idée qui manque. Là. Et c'est pour ça que je dis que ce sens-là est un tout petit peu plus difficile. C'est pas très compliqué une fois que vous avez l'habitude de faire des maths, mais il faut le rajouter, cette idée-là. On ne Axel? peut pas faire imposer un indice qui va faire n, un peu comme avec les convergés, n plus, n plus lambda de n'importe R. Mais comment tu le relis au x de la proposition qui est là? Non, mais c'est... En gros, ce qu'on va rajouter, c'est ça. Soit... Comment vous faites pour passer... Enfin voilà, il faut partir du... On est en discret, on a des suites xn, on veut faire apparaître du x. Soit xn ou une constante égale à x qui marche. Alors, le problème, c'est que si ta suite... alors, si xn une suite constante... pourquoi j'ai pas le... C'est marrant. Attends. Parce que j'avais pas envie de la poser comme ça. Xn, c'est pas le réflexe que j'ai en tant que prof de maths, mais pourquoi est-ce que ça marche pas si je le fais comme ça? Oui, on va juste faire ça. Alors, c'est juste le réflexe de tout prof de maths là-dedans, quand on doit passer du discret au continu, c'est de faire ça. Mais là, je vois pas l'erreur, hein, donc ça me va très bien. C'est de juste dire, bah, je crée xn, c'est x plus 1 sur n, et xn va tendre quand n tend vers plus l'infini vers x. C'est le réflexe de... Mais là, je vois pas ce qui va poser problème avec votre double idée. Soit xn égale ça, et epsilon est égal à eta. Euh, Ah, mais non, c'est bien ça le problème, non? C'est bien ça. Oui. Euh, Ouais, il faut que le xn tend vers a. Là, le xn, il est fixe à x. Et même mon x égale a sur n ne va pas aller. Euh, Alors, je veux bien que ma suite soit liée à x. Ouais, donc c'est pour ça que je vais faire ça. Alors, je vais quand même faire ça, mais du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de ça, et c'est pour ça que j'ai besoin d'une surcouche qui va être rajoutée derrière. Si je crée ça, si je pose ce xn qui est là, qu'est-ce qui va se passer? Euh, Ce que je vais vouloir dire, alors, la norme de x moins a en norme E, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais... ouais, mais mon xn ne va pas vers a quand même. Oui, donc c'est l'inverse que je vais faire. Ok. Euh, non, alors c'est ça que je vais écrire. Excusez-moi. Je vais aller contrôler la norme de xn moins a en norme E. La norme de xn moins a en norme E, c'est la norme de x moins a. C'est la norme de x moins a plus 1 sur n. Bah non, 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 j'ai un problème. Ça va pas marcher mon truc. Euh, C'est bien ce que je me dis, j'ai un bug. Je vais passer du continu en discret en rajoutant du 1 sur n quelque part, mais je peux pas poser xn qui vaut a plus 1 sur n. Si je pose xn qui vaut a plus 1 sur n, est-ce que ça m'aide? Bah, ça va pas m'aider à dire que pour tout x, ça va marcher. Si je le pose comme x, je crée une suite mais qui ne tend pas vers a.
je peux quand même contrôler la norme. Alors, mon contrôle de norme va quand même être correct. Hein. Non, ça va pas déjà mon truc. Alors déjà, ça va pas du tout. J'ai l'idée, mais c'est c'est très mal écrit. Je reviens en arrière pour une chose. J'ai pas le droit de faire ça. Pourquoi? Je vais aller trop vite. L'idée est là, hein, mais c'est très mal dit. Oui, Axel? Ah non, c'est pas. Oui, non, c'est une suite à partir du rang 1, c'est pas gênant. Non, 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 non. C'est quoi xn? C'est quoi x? C'est quoi 1 sur n? En fait, il y a xn qui est un vecteur, x un vecteur, Et et 1 1 sur sur n, n, c'est 1. c'est un vecteur. Voilà. Donc je peux pas ajouter, donc il faut que je fasse. Euh, alors. Du coup, il faut que j'ajoute du 1 sur n, enfin, il faut que j'ajoute un accroissement de vecteurs. Euh, si je fais xn. Ça a plus de sens déjà. Je peux complètement poser ma suite xn comme ça. Xn va tendre vers a, il n'y a aucun souci là-dedans. Mais est-ce que je vais pouvoir contrôler la norme de x moins a par rapport à ça? Je vais l'écrire. Soit xn qui vaut ça, ça tend quand n tend vers plus l'infini, clairement vers a. Est-ce que je peux contrôler la norme de xn-a par rapport à la norme de x-a? La norme de xn-a, ça devient la norme de x-a sur n, tout simplement. Donc ça devient 1 sur n, norme de x-a. Voilà, ok. Et je sais que cette norme-là, il existe un rang. Donc je sais que cette norme-là est plus petite à partir d'un certain rang. Que le epsilon qui est là. Du coup, je continue. Ça veut me dire que x moins a est plus petit que n epsilon en norme E. Du coup, juste si... non, si, c'est ça. Si je me permets de poser... par exemple, on s'en fiche en fait, epsilon qui vaut... non, je fixe epsilon et mes rangs varient. Ben non, ça va pas avec moins 1 sur n. Ça tend vers, je dois fixer epsilon avant de fixer n, donc ça peut pas marcher mon histoire. Je vais tricher parce que là je bug et ça m'énerve. Hop, trichons. Non, je voulais pas cliquer là. Je voulais cliquer sur... Tac, 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 tac. Limite et continuité des fonctions. Là, je suis passé par la contraposée quand même dans le sens réciproque. J'ai dit que si f de x ne tend pas vers L lorsque x tend vers A, donc ne tend pas vers f de A lorsque x tend vers A, je peux trouver un epsilon avec ça qui est plus grand, et je crée ma suite qui pose un problème pour la définition de base. Ouais, bon, bah j'avais pas la contraposée pour créer le problème. Mais là, on a un problème à cause on a un problème à cause du pourtout. Donc, excusez-moi, on a ça.
Mais si je passe par la contraposée, on va l'écrire, ce sera plus simple. À partir d'un certain rang, ouais. Enfin, non, ça c'était pour le bas. Donc j'ai ça là-haut, je sais que j'ai ça. Donc on va montrer que non B implique non A, entre guillemets. Enfin que ça pose un problème, c'est même pas une contraposée, c'est une absurde. Supposons que f de x ne tend pas quand x tend vers A, vers f de A. Ça implique que... alors, on peut... Bah, je vais nier la définition. Hein. Je peux trouver qu'il existe un epsilon strictement positif, tel que quel que soit état strictement positif, la norme de x moins a plus petit que état implique que la norme de f de x moins f de a va rester supérieure ou égale à epsilon. Vous voyez encore le epsilon? Non, vous voyez pas le epsilon. Oui, Axel? Quand on fait l'action contraposée, là, en mettant les épsilon ça, on suppose qu'elle converge vers un autre M. Wow, 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 wow. Dire que ça n'est pas continu, ça veut absolument pas dire que ça converge. Là, il faut bien distinguer le cas. Si ça converge, c'est linéaire ou c'est pas limite. Bah non. Si ça n'a pas de limite, on n'aura pas le. On peut le faire, on peut faire le contraposé. Mais justement, la contraposée de c'est pas continu en A, ça veut dire ça ne tend pas vers f de A. Il se peut très bien que ça n'ait absolument pas de limite. C'est complètement impossible. Ça ne converge pas forcément ailleurs. Mais la seule chose que je peux faire, c'est justement, là je le reprends vraiment basiquement, je nie ma définition. Ça ne converge pas en A, je nie le fait que la définition est faite. Et c'est là où on va repasser du continu du discret au continu. C'est que là maintenant, pardon, j'ai remis un plus petit alors que si je nie, excusez-moi, ici c'est pas un plus petit hein, quand je nie. J'ai écrit trop vite en parlant. C'est un plus grand. Justement, bah donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi, je sais que je voudrais que l'implication qui est là soit fausse. Donc je vais créer maintenant une suite xn qui tend vers A, par exemple en posant, et là ça marche, xn est égal à A plus, alors il faut 1 sur n, il faut que j'ai un deuxième vecteur, bah, ou même tout simplement je fais ça comme ça. A facteur de 1 plus 1 sur n. J'ai bien créé en faisant ça une suite qui tend, quand n tend vers plus l'infini, vers A. Ce qui implique que pour... Alors ouais, mais j'aurais peut-être pas pu mettre... Excusez-moi. Alors c'est pas... Là c'est juste une histoire de notation. J'ai nié ma proposition brutalement. Exactement comme tout à l'heure. Est-ce que c'est logique de l'écrire en epsilon? Juste ici, il existe epsilon vis-à-vis de ce que j'ai dit avant. C'est juste d'un point de vue cohérence de notation. Ah non, qu'est-ce qui est plus logique? Axel? Là, pour la proposition, quand on fait la négation de la proposition, on inverse l'implication. On fait A, B, c'est non B, non A. Oui, donc je viens d'écrire la non-conclusion. Je viens d'écrire le... Mais là, à l'intérieur de la limite, à l'intérieur de ça, vu qu'encore là, on a fait une non, on a fait une négation de la limite. Donc
quand je fais la négation, les signaux ils existent, mais la question va dans l'autre sens, à l'intérieur. Ah non, absolument pas. Non, non, c'est non B implique non A. Là, c'est juste non B. D'accord. Donc il n'y a pas de changer l'implication. J'essaye de nous montrer non A. Alors c'est juste, j'écris, c'est parce que là, si je reprends que ma suite converge, je vais revenir avec mon pour tout epsilon, qui est le même epsilon qu'ici. Mais ici, j'ai mis un il existe epsilon. Est-ce que c'est logique d'un point de vue de mes notations du haut, si je veux avoir des notations simples pour ma preuve ou pas? Ben, je pense que le il existe epsilon, je peux faire un petit peu mieux que il existe epsilon. C'est plutôt un il existe. Si je veux garder les mêmes notations et voir qu'il y a un problème. Le symbole qui s'appelle delta, oui, Daouda. C'est plutôt un il existe delta. Si je vais montrer, supposons que ça c'est vrai, ça veut dire que je vais trouver delta qui vérifie ça. Donc je vais montrer que ça ne marche pas pour. Enfin, je vais montrer que le contraire ne marche pas là-bas. Euh, euh, donc si xn tend vers ça, ça me dit bien pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n epsilon. Il existe un rang n epsilon appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, je vais avoir ma suite xn-a qui est plus petite que epsilon. Ça doit impliquer, sans remettre, je ne vais pas remettre les quantificateurs, mais ça doit impliquer que f de xn, d'ailleurs, j'ai nié des strictement un d'un inférieur ou égal, j'ai nié un strict par un supérieur ou égal. Le contraire d'un inférieur ou égal, c'est un supérieur strict ici, excusez-moi. Mais ça me dit que fn moins f de a doit être inférieur ou égal à delta, ce qui est impossible par ce qui est ici. Donc non A est vérifié. Alors je vais plutôt mettre si A vérifié, ouais. Enfin ça. L'implication qui est là, c'est si A est vérifié. Si ceci est vérifié, ce qui est impossible. Donc j'ai ça forcément qui est vérifié. Donc non B implique non A. Donc par contraposé, j'ai pas envie de tout réécrire, c'est P2 implique P1. Bon, j'avais plus l'idée de la contraposer. Oui, Axel. Une étape, il faut mettre un valeur strict. Alors justement, dans l'implication, est-ce que je nie le état? Non. C'est attention, enfin c'est compliqué, mais dire quand on fait une négation, je vais pas, c'est votre premier chapitre de première année, hein, mais quand on est, enfin, comment dire, qu'est-ce que je veux nier? Quel exemple je veux dire où je nie pas la quantité qui est là? C'est quand ma propriété dépend pas de x, mais là elle va dépendre de x, donc je peux pas faire ça. Si je vous mets, attendez, qu'est-ce que j'ai comme propriété bête simple où je mets un quantificateur au milieu que je ne change pas parce que c'est l'appartenance à... Oui, je vais juste mettre ça. Truc bête. Je veux dire le contraire. Maintenant, je vais nier mon... Pour tout x appartenant, là, je vais le nier le quantificateur. C'est pas... Il existe x appartenant à i avec f de x strictement positif. Non, je le nie. Il faut que je le mette plus loin, mon quantificateur. Il faut que j'ai plusieurs quantificateurs. Alors, comment je complique les choses? Je fais ça, voilà. Si je vous fais ceci,
que ma proposition ne dépende pas de ça. Si je vous mets à l'extérieur... Ouais, après, je fais des propositions qui n'ont pas de sens, mais je veux pas y passer 2 heures, parce que c'est pas le cœur du truc. Si je rajoute un pour tout y appartenant à R ici au milieu, ce que je veux nier, et je rajoute que ceci doit être plus petit que Y. La négation de ça, je ne nie pas le fait que c'est pour tout Y appartenant à R. Ma propriété, en gros, dépend de X. Donc, il existe un X tel que f de quel que soit Y appartenant à R, je peux trouver ceci. Bon, cette propriété n'a pas de sens écrite comme ça, mais je fais juste de la logique théorique, entre guillemets. Mais c'est exactement la même chose. Notre quantificateur au milieu, c'est pour tout x dans E qui vérifie la condition sur état. Bah, je la nie pas, celle-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de nier ce qui se passe sur epsilon. Hop. C'était juste pour expliquer ça. On a le point qui est fait. Le point 2 va aller très très facilement, si vous connaissez, si vous avez compris votre cours. Le point 2, c'est de montrer que, je vais peut-être juste le remettre là. Hop, le point 2. Hop, c'est juste de dire que si A est une partie dense et si F et G sont deux applications continues de E dans F, il faut démontrer que si on a égalité sur la partie dense, alors les fonctions sont égales. Égé ? Pour tout x, on met la suite xn des éléments de A qui tournent vers x. On Ouais. peut dire parce que A est dense dans... Exactement. Alors, A est dense dans E, ça implique, ou c'est équivalent, hein, c'est la même chose, que pour tout x appartenant à E, il existe une suite de xn appartenant à A avec xn qui tend vers x. Tout à fait d'accord. Ouais. Après, pour tout n, f de xn est égal à j de xn. Ouais. F de xn est égal à g de xn. Donc leur limite va être le même. Et par la propriété précédente, la limite de fxn, ça va être f de x. G de xn, ça va être g de x. Donc fx est égal à gx. Ouais, ça implique que la limite de f de xn, quand n tend vers plus l'infini, si elle existe, est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de g de xn. Je vais mettre sous réserve d'existence, mais on va l'expliquer juste après. Or, par Q1, f et g étant continus, on a que f de xn tend vers f de x quand n tend vers plus l'infini, et g de xn tend quand n tend vers plus l'infini vers g de x. Et donc ceci, si je remonte, c'est juste pour conclure, mais si je remonte ici, ça me dit bien que ceci c'est g de x et que ceci c'est f de x. J'ai bien montré que f de x est égal à g de x. Oui, la question 2 n'était pas compliquée. Ce qui était plus dur, c'était la caractérisation séquentielle de la limite. C'est vrai que j'y pensais plus que c'était beaucoup plus facile de passer par la contraposée ou par l'absurde pour passer du continu au distrait. Encore une fois, en fait, si, c'est complètement logique. C'est moi qui n'étais pas réveillé ce matin. En réfléchissant, puisque c'est plus dur de passer du discret au continu que du continu au discret, dans le deuxième sens, on doit passer du discret au continu. Si on passe par la contraposée, ça revient à repasser du continu au discret, en fait. Donc, on se remet dans la situation où c'est plus simple à écrire. Non, c'était logique. Ok pour cet exercice-là. Je le remets juste après, mais il faut qu'on continue à faire des exercices. Donc, ah oui, mais je suis plus du tout au bon endroit. Je descends.
a celui-là, mais il y en a d'autres à faire avant. Je pense que ça me paraît un peu mieux. Hop. Et je reviens là-dessus. Voilà. Oups, pardon. Voilà. Rappelez oralement la définition par les suites de vecteurs d'une partie compacte d'un espace vectoriel normé. Attention, l'exercice commence, vous n'avez aucune information. On est dans un espace vectoriel normé. Donc ce qu'on attend de vous, c'est les choses, là pour le moment, tant que c'est pas plus loin, en dimension infinie. Donc un compact n'est pas un fermé borné pour le moment, on revient à la définition d'un compact. On a un compact si toute suite de vecteurs du compact admet au moins une valeur d'adhérence dans le compact. Une valeur d'adhérence, c'est une limite d'une sous-suite. Donc s'ils veulent une explication par les suites, je dirais que pour tout de suite, je vais l'écrire, tout de suite de vecteurs alors d'une partie compacte, il ne donne pas de nom, je vais l'appeler C. Tout de suite de vecteurs de C admet une sous-suite convergente dans C. Du coup, on arrive à une question très difficile. Démontrer encore une fois, si vous connaissez votre cours, ça se passe bien. Démontrer qu'une partie compacte d'un espace vectoriel normé est une partie fermée de cet espace. Quelle est la caractérisation des fermés ? Comment on montre qu'une partie est fermée ? Égé ? En fait, on prend la sous-suite qui est juste la suite elle-même. Oui, en fait, il n'y a même plus besoin de passer à la sous-suite. C'est quoi la caractérisation des fermés ? C'est si une suite est convergente dans un fermé, alors la limite est dans le fermé. Donc, si on prend une suite convergente dans C, je vais l'écrire quand même maintenant. Je peux descendre, c'est bon ? Ouais. Si je prends une suite convergente dans C, donc je vais mettre juste soit xn appartenant à C puissance n, toutes les aimants sont dans C, tels que xn tendent, quand n tend vers plus l'infini, vers x. Pour le moment, je sais juste que le x, il est dans E à la limite. Je vais mettre C étant compact. Je vais mettre il existe phi de n dans... Je fais du zèle, mais il existe phi de n dans n strictement croissante, telle que x phi n tendent vers L appartenant à C. C'est ce que me dit ma propriété des compacts. Sauf que x phi n, par convergence de xn, elle tend forcément vers... Si tous les termes de votre suite convergent vers 2, une sous-suite, ça converge forcément vers 2. Donc L, enfin, mais x phi n tend quand n tend vers plus l'infini, forcément vers x. Donc par unicité de la limite, L est égal à x qui appartient donc forcément à C. Par caractérisation, des parties fermées, C est fermé. Je vais montrer que tout de suite, qui converge dans C a une limite dans C. J'ai montré que la partie C est fermée.
Alors là, il nous indique pour la question 3, démontrer qu'une partie compacte d'un espace vectoriel normé est une partie bornée de cet espace. On pourra raisonner par l'absurde. C'est exactement ce que je vous ai expliqué par un dessin quand j'ai fait ça. Donc je vais mettre supposons C non borné. Je refais mon dessin dans R2 pour vous expliquer. Si ma partie compacte elle est non bornée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais ce que je veux, mais en gros il y a quelque part où elle peut s'échapper à l'infini. Si elle peut s'échapper à l'infini, je peux créer une suite qui part vers l'infini tranquillement. Chaque élément de la suite, je peux les créer pour qu'ils soient à distance 1 les uns des autres. Du coup, si je peux les créer pour qu'ils soient à distance 1 des uns des autres, il est strictement impossible qu'il y ait une sous-suite qui converge. Parce que deux termes de la suite ne peuvent pas être proches l'un de l'autre. Donc c'est ce qu'on doit écrire. Supposons C non borné. Donc ça veut dire que... Tiens, comment vous me traduisez la partie C non bornée? Avec des quantificateurs, parce que je vais devoir créer ma suite avec des vrais trucs. Mathématiquement, ça veut dire quoi? C non borné. Axel? Il existe une suite XN avec N appartenant à C grand N, et on va faire diverger, disant qu'elle diverge, qu'elle tend vers quelque chose qui n'est pas lancé. Pour moi, il n'y a pas de suite quand je vais écrire non borné. Égé? Pour tout lambda appartenant à R+, il existe x tel que lambda est supérieur à lambda. Il existe x appartenant à C avec norme de x supérieure ou égale à lambda. Exactement, ça me va très bien. Ça c'est la définition la plus simple que vous pouvez me donner de non borné. On a une définition continue. On veut trouver une suite. On repasse encore une fois du continu au discret. Ça, c'est pas dur. Qu'est-ce que je vais prendre comme valeur de lambda pour créer une suite qui va aller vers une suite xn qui va tendre vers plus l'infini et qui va pas me poser beaucoup de problèmes. Axel? Oui, je vais pas faire plus compliqué que lambda est égal à n. Du coup, pour lambda égale n, il existe un élément juste xn avec norme de xn plus grand que n. Je vais mettre, on vient donc de créer une suite, alors je vais mettre une suite, justement, xn appartenant à c puissance grand N. Supposons qu'il existe phi de n dans n strictement croissante, une sous-suite, telle que x de phi de n tente quand n tend vers plus l'infini vers L. Alors, norme de L, alors L appartenant à E, un vecteur fixé, hein, je m'en fiche. Non, si je veux que ça compacte, je peux même mettre dans C, mais c'est pas grave. Alors, norme de L, je peux la réécrire comment? Je peux la réécrire L moins xn plus xn par inégalité triangule. Ah non, je veux pas. Ah, je veux majorer. Tiens, du coup, j'ai encore une fois besoin de mon inégalité triangulaire entre guillemets de compliqué. Ça, c'est plus grand que la valeur absolue de la norme infinie de L moins xn moins la norme de xn. Et donc ça, c'est plus grand que la valeur absolue de la norme de xn moins epsilon
Soyons clairs. Vous voyez tout encore? Ouais. Soyons clairs. Epsilon, si je prends epsilon plus petit que n, ça, c'est plutôt, ça s'écrit le bon sens, c'est plutôt ça. Et ça, c'est plus grand encore que n moins epsilon. Donc, je vais mettre quel que soit n appartenant à grand N, quel que soit epsilon plus petit que n, je peux écrire ça. C'est quoi la norme de L? La norme de L, elle est toujours plus grande que n, quel que soit n. Oui. Oui. C'est possible qu'il y ait un vecteur fixe qui ait une norme de plus l'infini. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, norme de L serait égale à plus l'infini, ce qui est impossible. Donc, c'est non compact. Bon, je sais pas, j'ai voulu traduire ça comme ça, je sais plus comment j'ai fait dans le cours avec, est-ce que j'ai écrit, je pense pas que j'ai écrit une norme vers plus l'infini, mais là ça me faisait dire, je suis d'accord avec toi, hein, la suite va vers plus l'infini, mais le problème c'est que en l'écrivant comme ça, ce que je me suis dit là en l'écrivant, c'est qu'en l'écrivant comme ça me paraissait logique de prendre avec n, je sais que le xn est plus grand que n, mais je sais pas que deux termes consécutifs sont forcément très loin l'un de l'autre. Donc j'ai juste voulu dire, je vais nier la propriété qui existe. Et je me suis dit, bah clairement, puisque ceci doit être proche de ça, ah, il y a un problème. Je peux pas écrire, il manque une lettre, sinon ça n'a pas de sens. C'est pas vrai que ça c'est plus petit que epsilon si j'écris xn. C'est pas xn que je dois mettre, ça change rien au raisonnement. Mais L moins xn, c'est pas plus petit que epsilon. C'est pas xn qui tend vers L. Oui. C'est x de phi de n. Donc, et ici, il faut me remplacer tout mes n, pardon, par des phi de n, phi de n, phi de n, phi de n, et le raisonnement est strictement le même. Alors, ça change quand même un petit truc au bout, c'est qu'ici, c'est pas n, c'est phi de n. Mais puisque c'est un phi de n, ça tend quand même vers plus l'infini en plus l'infini. Hein. Ça ne change strictement rien. Je sais plus comment je l'ai écrit dans le cours, mais je pense pas que j'ai écrit une limite qui tendait vers plus l'infini. On peut sûrement, du coup, ça veut dire qu'on peut l'écrire autrement. Je retourne vite fait, je vous remets le poly juste, enfin l'écriture juste après. J'ai juste à essayer de voir comment je l'ai écrit dans le poly pour montrer qu'une partie compacte et fermée bornée. Ça doit être au-dessus du coup. Oui, j'ai juste dit, si Cn, forcément avec ce qu'on avait dit que Cn tendait vers plus l'infini, j'ai dit que toute sous-suite de Cn tend forcément elle aussi vers plus l'infini en norme. Toute sous-suite des normes de Cn. En fait, plutôt que de passer par la suite, j'étais passé par la suite des normes. Ce qui est un peu plus... Oui, au lieu de passer par ça, j'étais directement passé sur la suite des normes. J'aurais clairement pu dire avant, en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est écrire ça. Et plutôt que de vous faire la majoration théorique, j'aurais juste pu dire, parce qui est là, norme de xn, clairement, tend quand n tend vers plus l'infini vers plus l'infini. Donc, norme de x de phi n tend quand n tend vers plus l'infini vers plus l'infini. Et du coup, la norme de L valait forcément plus l'infini, ce qui est impossible. Voilà, c'est plutôt que de faire ma majoration, mais c'est ce qui utilise la... J'avais pas besoin de mon inégalité triangulaire compliquée, en gros. J'ai voulu le faire à la main au lieu d'appliquer des raisonnements. On avance, on va arriver au contre-exemple. Donc, on vient de montrer, exactement comme dans mon truc de cours, que toute partie compacte est fermée bornée. Maintenant, question 4, ça va être le contre-exemple, je pense. Je remonte juste pour mettre l'énoncé de la question. Ouais. Alors, la question 4. Hop.
Hop, donc la question 4. On se pose sur E, qui est R crochet X muni de la norme 1. Étrange, on va se placer en dimension infinie, je me demande bien pourquoi. Et donc la norme 1, il vous le rappelle, parce que vous n'avez pas à la connaître sur l'espace des polynômes, mais c'est la somme des coefficients. Justifier que la sphère de centre 0 et de rayon 1 est une partie fermée et bornée. Bah, c'est pas très dur pour borner. J'espère que c'est à peu près évident. Pour tout P appartenant à la sphère de centre 0 et de rayon 1. Norme de P en norme de 1, c'est égal à 1. C'est donc plus petit que 1. Donc, S de 0,1 est borné. Ça, c'est... Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Fermé, il n'y a pas grand-chose non plus, mais il faut quand même écrire un petit truc. On va encore utiliser la caractérisation des fermés. Je vais considérer une suite de S01 qui tend vers... Alors, oh tiens, si, il y a un petit argument. Oh, j'irais bien vérifier si SCCNP ils l'ont écrit le petit argument. Juste pour voir s'ils l'ont dans la rédaction de leur corriger. Et d'ailleurs, si vous voulez pas majorer la norme comme je l'ai fait là-haut par inégalité triangulaire, il y a le même argument que j'ai caché et que j'ai oublié de dire ici. Soit xn, pas xn, c'est des polynômes, on va plutôt l'appeler pn, ça fait mieux. Soit pn appartenant à S01, tel que pn tant quand n tend vers plus l'infini vers un polynôme q. Notre but, c'est de montrer que le polynôme q est dans la sphère de S01. On a pour tout n appartenant à n la norme de Pn1 qui vaut 1. Ce qui implique qui vaut 1 et qui tend, quand n tend vers plus l'infini, vers la norme de Q1, qui est donc forcément, parce que la suite est constante égale à 1, qui vaut forcément 1, car la suite est constante. Il y a une micro-arnaque. Enfin, c'est pas une micro-arnaque, c'est tout à fait correct, mais je veux dire, il y a une subtilité que là, je veux vraiment dire, parce que la question est tellement courte que pour moi, si on dit ça, il y a quasiment zéro argument. Donc autant tout à l'heure, il y avait plein de choses à faire pour la majoration, on peut vous laisser passer des choses, mais autant là, pour moi, l'argument, il est... C'est vrai à quelles conditions, ça? Julien? Moi, je trouve ça un peu bizarre dans le sens où vous dites que c'est une suite constante, mais elle dépend de. Vous dites constante dépend pas de n, mais là, elle dépend clairement de n. Ah si, alors c'est une suite réelle, si j'appelle xn la norme de Pn1, c'est une suite réelle qui est constante égale à 1. Si je veux regarder la limite d'une suite constante égale à 1, ça fait 1. Il n'y a pas d'arnaque sur ça. Il y a l'arnaque, elle est pourquoi la limite. Alors, l'arnaque, elle n'est pas sur xn vaut 1, c'est égal à ça. C'est vrai que j'aurais pu le dire comme ça. L'arnaque, elle est pourquoi. Et tu vois, c'est pas forcément. Voilà. En fait, ça dépend de n, ça dépend du polynôme. Il faut quelque chose. En fait, il faut quelque chose de bête, mais. Pour la norme, c'est en fait somme de I0n de alors celui de AIK avec en remplaçant le degré par K au lieu de n pour ne pas avoir de confusion. Donc avant n, la norme de Pn c'est de I à K de AIN et, qui est égal à 1. Et lorsque l'addition c'est continue, il n'y a pas de problème par passage à la limite. Ah, tu le vois comme ça. D'accord. Oui, c'est une fonction réelle et tu vois l'addition comme une fonction continue. En fait, l'argument que je voulais, c'est la norme 1
est une fonction continue. Si la norme 1 est une fonction continue, c'est comme votre exponentielle avant. C'est comme quoi que ce soit. Il faut que votre norme soit continue si vous voulez pouvoir dire que la limite de l'1, c'est la... Enfin, on a le droit de composer les limites, entre guillemets. Donc ça, l'argument, c'est oui, c'est car... Alors, mais je vais utiliser mon bel argument, moi, mais c'est exactement ça. 100% correct, hein, ce que tu me dis, Ege. Euh, Car, ça c'est car, la norme 1 est continue sur E. Alors, on l'a vu dans le chapitre normes, c'était une remarque du chapitre normes. Ça fait un moment maintenant pour connaître par cœur une remarque du chapitre normes, mais toutes les normes sont continues sur un espace vectoriel. Pourquoi? Je vais vous écrire quelque chose de... Je vais mettre toujours vrai. Ah, attention. C'est quand on a une norme. Dans l'espace vectoriel normé pour cette norme, l'application de la norme est continue. Alors je vais mettre toujours vrai. Alors je vais mettre une norme et... Ouais, enfin, je suis toujours vrai. C'est pas très clair ce que j'écris là. Toujours vrai dans E muni de la norme 1. Quel que soit l'espace E. Hein. Et quelle que soit la norme 1 du moment que c'est une norme. Pourquoi? Ok? En fait, toute norme, norme 1, on définit comme une somme. Donc, même si c'est. J'ai pas besoin que ce soit une somme, c'est une intégrale, c'est tout ce que tu veux, toutes les normes sont continues. C'est un truc beaucoup plus général que l'expression de la norme. J'ai absolument pas besoin de connaître l'expression de la norme. Axel? Donc, par définition de f est continue, on utilise les normes. C'est lourd. Enfin, non mais ça va être lourd à écrire, c'est un truc beaucoup plus simple que ça. Il y a des cas où vous savez que les fonctions sont continues. Alors si c'est une application linéaire, une norme c'est absolument pas linéaire vu que c'est pas homogène, c'est pseudo-homogène, donc c'est mort. C'est pas... Laissez tomber ça. Il y a les polynômes, c'est pas un polynôme, c'est une norme. Il y a un autre cas où on sait que les fonctions sont continues. C'est pas l'argument, je trouve, mais si on prend une égalité triangulaire, on fait n de a plus epsilon. Donc, n de a plus epsilon inférieur est égal à na plus n de epsilon qui va tendre vers n de a. Mais alors si tu majores, t'as qu'un côté de l'inégalité, il faut que tu minores. Mais on a une inégalité triangulaire ce que j'appelle compliquée. Alors je vais l'écrire et on va comprendre ce qu'on vient d'écrire. Je vais juste écrire la compliquée, j'ai pas besoin de plus. La norme de P-Q en norme 1, c'est toujours plus grand que la norme 1 de P en valeur absolue moins la norme de Q en valeur absolue. Qu'est-ce que je viens d'écrire? Ouais, j'ai écrit que la norme 1, elle est lipschitzienne. La norme 1 est 1 lipschitzienne. En fait, toute norme est 1 lipschitzienne. Lipschitzienne. Et toute fonction lipschitzienne est continue. Voilà, c'est juste... je vais pas perdre de temps à faire 5 minutes maintenant, mais je peux vous assurer que si à un moment j'y repense, j'irai vérifier si c'est marqué dans le corrigé que la norme est continue pour faire ça. Je pense que je fais un peu du zèle, mais ça me paraît tellement simple et court que avoir un petit argument en plus, ça me paraît bien. On a quasiment fini. Donc, cette sphère de centre 0 et de rayon 1 est bien fermée bornée. Et maintenant, la question... Alors, il nous aide quand même. Calculer la norme 1 de xn moins xn pour m et n entiers. S01 est-elle une partie compacte de E? Donc je reviens là, on doit calculer la norme 1 de xn moins xm. Alors la norme 1 de ça, c'est la somme pour i égale 0 à... alors je ne sais pas c'est lequel, je vais mettre max de m et n des AI, où AI sont les coefficients
du polynôme xn moins xm. Alors, il y a deux cas. Entre guillemets, ces coefficients, il y a combien de coefficients dans le polynôme xn moins xm? Bah, ça dépend. Si n est différent de m, il y en a deux des coefficients. Et du coup, la somme des valeurs absolues, ça fait 2 si n différent de m. Et ça vaut 0 si n égale m. Il n'y a rien de plus à dire. Clairement, la différence de ces deux éléments. Et je vais faire une autre remarque. Et la norme de xn en norme 1, c'est 1. C'est-à-dire que xn est bien dans la sphère de centre 0 et de rayon 1. Et c'est là que vous comprenez un truc tordu. Tous les xn sont dans la sphère de centre 0 et de rayon 1. Pourtant, la distance entre deux xn et xm, tous distincts, c'est 2. Ils sont à distance 2 l'un de l'autre. Bon, ça va créer un problème pour créer une sous-suite convergente, et donc ce ne sera pas une partie compacte. C'est ça qui va nous faire poser un problème. Donc, considérons maintenant la suite des x puissance n, n appartenant à n, qui est une suite de S01 à la puissance n, et supposons S de 0,1 compact. Alors, il existe une sous-suite. Il existe phi de n dans n strictement croissante avec en fait x phi de n qui tend vers un polynôme limite, je vais peut-être pas l'appeler S, je vais l'appeler Q, qui appartient à la sphère de centre 0 et de rayon 1. Et entre parenthèses, pour tout epsilon strictement, c'est équivalent à dire, je vais mettre que pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n epsilon appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, j'ai la norme de mon x phi de n moins q, qui est plus petit que epsilon. Oui. Quand vous avez fait la norme A, je comprends le égal de 0 si n égale m, mais pas le 2. Si n est différent de m, c'est par exemple, tu as x7 moins x5. Il y a combien de coefficients différents et quels sont les coefficients de ce polynôme Si c'est x7 moins x5, tu as juste a7 qui vaut 1 et a5 qui vaut moins 1. La somme des coefficients en valeur absolue, c'est 1 plus 1, ça fait 2. C'est à cause de la valeur absolue. Hein. C'est à cause de la valeur absolue. Mais s'il n'y avait pas de valeur absolue, ce ne serait pas une norme. Parce que ça pourrait être négatif. Oui. Parce que c'est pas chaque coefficient qui donne 1, c'est leur somme qui donne 1. Attends. Ce polynôme-là, c'est A0 est égal à 0, plus A1x avec A1 qui fait 0, plus, et on va jusqu'à AN xn avec AN qui fait 1. C'est le seul qui fait 1. Ce polynôme-là, juste celui-là. Ah oui, monsieur, j'ai compris. Donc, ma somme des coefficients, pour xn, j'ai juste ce 1 là quelque part. Je voulais juste penser comme une polynôme et pas un monôme, en fait. Ok. Oui, non, c'est pas, c'est le polynôme x puissance n, hein, c'est pas autre chose. Alors, du coup, si la partie est-elle compacte, si ça se passe, est-ce que c'est possible? Alors, c'est à cause de la distance 2 qu'on a trouvée avant, mais comment on l'a fait apparaître? Moi, je vois encore une fois pas autre chose que l'inégalité triangulaire compliquée. C'est-à-dire que ça, pour moi, je le réécrirais comme ça. Je dirais que c'est x phi de n moins x phi de m plus x phi de m moins q. Et si je le vois toujours comme ça c'est toujours plus grand
que... j'ai peut-être mis mes valeurs absolues trop vite, vu que ça va être un peu gros. Que la norme de x phi de n moins x phi de m... Alors j'ai rajouté un m, je vais prendre justement pour tout m aussi supérieur ou égal à n epsilon. C'est juste pour que je puisse dire que la norme va être plus petite que epsilon. Moins la norme de x phi de m moins q en valeur absolue. Et ça, c'est la valeur absolue de 2 moins epsilon en fait. Ouais, vous voyez encore. Et je suis désolé, hein, ça peut pas être petit. Si je remets mon epsilon ici qui était vrai au début, ceci est impossible. Impossible si, alors je vais quand même préciser, si epsilon strictement plus petit que 1. Ça veut dire que vous avez un nombre plus petit que 1, et ici vous avez une valeur absolue qui est plus grande que 1. Donc, S01 n'est pas compact. Autant l'autre, je pense pas vous le mettre en exode de colle. Je pense que celui-là, je vais le mettre parce que c'est un exode de CCNP d'oral qu'il faut maîtriser. Et juste parce que c'est une preuve quasiment de cours, en fait. Montrer, enfin, c'est un contre-exemple de un compact en dimension infinie, c'est pas un fermé borné. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis juste que à l'oral de CCINP, vous allez vous le prendre. Enfin, si vous prenez ça. Alors soyons clairs, je pense que si vous tombez sur ça, je pense que commencer par l'exo à 12 points, c'est bien. Enfin, parce que, ou alors vous faites ce que vous pouvez vite, et vous dites non, mais je passe à l'autre, man. Ouais, et à la fin, bien sûr, si vous savez le maîtriser en moins de 20 minutes, ça me va très très bien. Voilà pour cet exercice-là. Continuons. Il y a encore d'autres choses. Il y a des horreurs. Même dans les exos de CCINP, il y a des choses absolument abjectes. Je remets l'écran après, mais il faut que je trouve... Celui-là, on l'a fait. Alors, il y a celui-là qu'on a déjà fait. Ouais, alors on va en parler parce que celui-là, on l'a déjà fait. Je vais pas tout refaire. Je vais juste refaire les calculs finaux. Du coup, ouais, enfin, je mets tout l'exercice, mais j'ai déjà fait. Il y a juste le calcul final à faire. Je vous laisse. Oula. Calme. Je vous laisse reprendre ça. Et c'était déjà ce que je trouve un de vos exercices les plus longs de colle de CCINP. Et en plus, on n'avait pas fait la dernière question. Alors celui-là aussi, si vous tombez dessus, c'est un tirage perdant, mais pas par la difficulté, il est vraiment pas dur, mais par la longueur des calculs, tout simplement. Oui, Axel. Là, au niveau de la longueur, vu qu'il est très long, ils sont peut-être plus indulgents ou les émetteurs que par rapport à d'autres Je pense plutôt que l'exercice à côté doit être plus facile ou plus court. Enfin, plus facile et plus court. Voilà, ils savent quand même faire des choses. Le but, c'est pas de mettre un étudiant à terre juste parce qu'il y a eu un mauvais couplage de tirage, quoi. Enfin... Oui, Aguet. Alors, le jour de l'oral, après l'exercice du point, c'est complètement au hasard. C'est le jury qui choisit ou c'est juste. Alors tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Oui, alors, oui, c'est le jury qui. Enfin, les tirages sont faits. Alors, comment dire, les tirages sont faits au hasard. Mais tiens, ça me fait penser. La semaine prochaine, vous avez colle de révision, surtout depuis le début de l'année, on en a parlé. Je vous ai mis depuis une semaine le programme de colle. J'ai oublié d'en parler mardi. Il y a 14 exos de CCINP à maîtriser que vous maîtrisez déjà. Ce ne sont que des exercices de révision. Mais le but, c'est justement que vous compreniez que il y en aura 120 le jour de l'oral, en fait. 14, c'est pas énorme, hein.
Donc, non, mais il faut... Bah non. Non. Et il faut que vous commenciez à vous dire, bah non, je vais pas la prendre par cœur parce que ça sert à rien. Euh, J'en profite aussi pour une autre remarque qui est liée à la même chose, mais c'est pour parler de ça. Il faut que je finisse quand même. Non, je finis d'abord sur ça et je parle de votre interro de la semaine prochaine. Vu qu'une fois sur deux, c'est interro de colle, bah c'est facile. Il y a 14 exercices de CCINP au programme de la colle. Voilà. Bah, au programme de la colle, il y a ça, et donc au programme de l'interro, il y a 14 exercices de CCINP. Vous n'aurez pas 10 minutes pour le faire, vous en aurez 20. Voilà. C'est parce qu'un exercice de CCINP, ça se traite pas en 10 minutes comme la matrice J. Enfin, voilà. C'est quand même court, 20 minutes pour le faire, mais le jour de l'oral, vous aurez 30 minutes de préparation pour faire ça et votre autre exo, et 30 minutes pour présenter ça et votre autre exo. Donc 20 minutes, ça me paraît complètement raisonnable sur le temps que vous avez à investir dessus. Pas plus. Du coup, je reviens sur la colle. Ce que j'ai demandé à mes colleurs pour la semaine prochaine, je vous le dis, c'est donc il y a les 14 exos. S'ils vous mettent, et comme ça, c'est la même chose le jour de l'oral de CCINP. Vous avez vu dans la banque, quand vous allez voir le truc de corriger, il y a 3 catégories d'exos. Il y a ce qu'ils appellent analyse, algèbre et proba. Ce qui est officiel, et c'est sûr et certain, vous aurez ça le jour de l'oral de CCINP, c'est que si vous avez un exo de cours, enfin un exo de la liste des exos, de la catégorie algèbre, votre deuxième exo sera en catégorie analyse ou proba. Si vous avez un exo de proba, votre deuxième exo sera un exo d'algèbre ou d'analyse. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tomber 2 fois sur le même thème et vous allez tomber sur 2 thèmes sur les 3. J'ai demandé aux colleurs la semaine prochaine de vous faire la même chose. C'est-à-dire que si vous donne une des questions d'algèbre, bah derrière vous aurez un exo de proba ou d'analyse. Si vous donne un exo de proba de cours, vous aurez de l'algèbre ou de l'analyse derrière. Voilà. C'est... J'ai répondu à ta question, Eggy, parce qu'à force de parler, j'ai oublié ce que tu m'avais vraiment demandé. En fait, l'exo sur 8 points, c'est complètement au hasard. Ah oui, sur les 120, j'exagère, mais c'est une uniforme, ouais. Et à partir pour le deuxième, tant que c'est dans les deux sujets qui n'ont pas. Bah, je pense que là, alors, par contre, les jurys regardent les couplages qui sont tombés à la journée, ils peuvent refuser des couplages. C'est-à-dire, ils peuvent dire non, mais celui-là, non. C'est-à-dire, il y a vraiment un exo qu'on n'a pas encore fait de topologie. Il est vraiment abject avec des intersections et des adhérences et des. Celui qui. Bah, j'exagère, mais moi, je serais correcteur, je fais. À moins que l'exo sur 12 points soit vraiment d'une facilité déconcertante, genre une seule question, on vous donne une matrice symétrique, est-elle diagonalisable? Fin de la question, vous avez 12 points. C'est pas vrai, mais je veux dire, c'est un tirage perdant. Je sais que n'importe quel élève qui se prend cet exo-là, il est mort. Enfin, donc, à moins que l'exo sur 12 points soit vraiment très facile et qu'il ait largement le temps de choper 12 points sur la partie exo à 12 points, je le laisse pas dans le couplage. Enfin, j'interdirais le couplage. Je vais être clair avec vous, hein. L'oral de CCINP, mais c'est pour tout le monde pareil, hein, mais c'est un oral super dur en fait, hein. Enfin, si vous arrivez à choper un 12-13 à l'oral de CCINP, je serais super content, vraiment. Parce que choper et faire l'exo sur 8 points, plus avancer dans l'autre exo en 30 minutes de préparation, 30 minutes de passage, c'est vraiment très, très 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 dur pour vous. Enfin, je mens pas. Jamila a eu 9, je pense, en maths. Elle a sauvé les meubles, c'était bien en fait. Enfin, voilà, c'est. Vu ce qu'ils me faisaient tous en préparation aux oraux quand je le faisais passer les orales, mettre au-dessus de la moyenne, à part à IED où je vais arriver 2-3 fois à lui mettre 14, c'était très très dur d'arriver à la moyenne avec les étudiants. Parce que si je respecte le barème de l'autre il est sur 12, lui sur 8, bah si l'exo sur 8 il n'est pas fait parfaitement, et si on a fait une seule question de l'exo sur 12, ben, c'est dur de mettre tous les points. Enfin, vous aurez pas 20, hein. Enfin, c'est pas une note de colle où c'est ouais, on sent que vous avez compris, on sent que vous avez pas compris. C'est très codifié, entre guillemets. Ok, donc faisons la fin de notre exo très long. Voilà. Donc je vous rappelle, on est avec 2 normes. Est-ce que les normes sont équivalentes justifiées? Ensuite, il y a 2 applications à... Ah non, il y a 2 questions qu'on n'a pas fait en plus dans cet exo. Excusez-moi. Je pensais qu'on allait faire que la fin, mais j'avais raté la question 2B. J'avais raté cette question-là. Prouver que la partie f de l'ensemble des fonctions
de E tel que f de 0 égale 0, prouvez que f est une partie fermée de E pour la norme infinie. Sachant qu'on ne va pas le refaire, mais on vous fait montrer. De mémoire, je me demande si c'était pas toi qui étais tombé là-dessus, Clément, avec moi en colle. Je me rappelle d'une colle de normes avec vous, et je pense que les calculs longs compliqués de normes, c'était. Ou c'est peut-être un autre, il y en a peut-être un autre avec des calculs longs compliqués. Je me rappelle d'avoir fait des calculs de normes et que l'exo de cours était très long. Mais c'est peut-être pas celui-là. Alors, juste, on sait qu'on a 2A. On sait que l'application qui a f donne f de 0 et continue sur E. On veut prouver que f, qui est l'ensemble des f dans E, et cette application s'appelle U. On veut montrer que c'est une partie fermée de E pour la norme infinie. Comment on fait? Égé? En fait, d'abord, si continue, donc l'image d'un segment, c'est un segment. Donc l'image, ça va être entre 0 et lambda. C'est un intervalle de 0 à lambda. Ok. Alors on va faire les suites. Donc ça va faire. Attends, mais f, elle va pas être bornée. Enfin, tu dis l'image d'un segment, c'est un segment, mais t'es pas sur un compact. On te demande juste que f est une partie bornée. L'ensemble des fonctions f telles que f de 0 est égal à 0, c'est absolument pas borné. Typiquement, je te prends la fonction x puissance n, justement, qui vérifie f de 0 égale à 0, et maintenant la fonction x puissance n, je la multiplie par 1000, je la multiplie par 100 000, je la multiplie par 10 milliards. Elle vérifie toujours f de 0 égale 0, mais sa norme, je viens de la multiplier par 1000, par 10 000, par 10 milliards, Donc cet ensemble, il n'est pas du tout borné. Non, beaucoup plus simple. Alors, c'est parce que je fais des exos super durs. J'avoue que depuis ce matin, vous en prenez plein la tête, et c'est pour ça que je vous dis que ce chapitre, il est compliqué. Mais hier, on a fait des trucs simples. Comment on va montrer que la partie est fermée? Julien? On prend une suite de fonctions, on va chercher sa norme, et alors on prend une suite de fonctions, on montre que ça correspond toujours Dans le même espace. Caractérisation séquentielle, ça me va. Trop long, trop compliqué. Ça me va, mais trop long, trop compliqué. Daouda? C'est- Bah justement, la question 1, on vous donne une application U qui a f associé f de 0 qui est continue. C'est quoi cet ensemble f? Axel? C'est le Caire. Là, c'est dans le Caire. Là, Ouais, mais là, il me faut l'écriture du Caire si tu veux, mais c'est l'écriture, je le veux de façon correcte. f-1 de 0, c'est 0. C'est quoi f? Bon, pourquoi tu me parles de f-1? Ouais, l'application, elle s'appelle U ici. Ceci, c'est juste U-1 de 0, cet ensemble. Donc c'est bien l'ensemble des antécédents de 0 par la fonction U, en fait. Et l'application U, elle est continue. L'image réciproque d'un fermé par une fonction continue est un fermé. Je vous le dis, le programme veut vous envoyer au plus simple vers ça. C'est pas simple de réfléchir en termes d'image réciproque d'application, mais c'est ce qu'ils veulent vous faire faire. U est continu et 0 est fermé. Donc grand F est fermé. Donc je vous avais enlevé cette question-là. Mais on l'avait fait, c'est sûr. Alors je vais devoir recalculer, c'est là où c'est un peu lourd, je vais redevoir calculer la norme de Fn-c. Sinon ça va pas marcher mon histoire. Donc ça on l'avait déjà fait, c'est sûr. Je vais recalculer la norme de Fn-c. La norme 1 de Fn-c. Du coup je vais tracer la fonction Fn et la fonction c, parce que je vais faire le calcul comme pas comme un prof de maths, ça ira plus vite. C'est la fonction nx de 0 à 1 sur n, donc la fonction fn, c'est une droite qui fait ça, jusqu'en 1 sur n, qui arrive en 1 sur n ici à hauteur 1,
et qui après vaut 1. C'est ça la fonction fn. Et la fonction c, c'est la fonction qui est constante égale à 1. C'est quoi la norme 1 de la fonction fn-c? C'est la surface du triangle qui est là. Parce que la norme 1, c'est l'intégrale de la valeur absolue. Enfin, c'est à cause de ça. Donc, c'est la surface du triangle. Donc, c'est du base fois hauteur divisé par 2. La hauteur, c'est 1. La base, c'est 1 sur n. Et je divise ça par 2. Donc, la norme de fn-c en norme 1, c'est 1 sur 2n. Je vais être clair avec vous, hein. Moi, le jour de l'oral, je tente d'expliquer comme ça plutôt que de faire le calcul, hein. Et je pense que, encore une fois, on sait que les exos de CCINP, enfin les oraux, sont super durs. Vous expliquez ça, c'est pas dans le corrigé, parce que je pense pas que dans le corrigé, ils sont embêtés à faire un dessin, ils ont fait les calculs bourrins et hop, ça marche. Je vois quelqu'un qui a compris l'exo plus qu'il a appris par cœur le corrigé. C'est bon, on avance, hein. On peut faire ça ou pas, l'écrit? Sinon, on avait écrit comme ça. Moi, ça m'irait personnellement avec un dessin Regardez ça. clair et pas juste fn2c c'est 1 fois 1 sur n fois 1 demi égale 1 sur 2n. Je mettrai le point de la réponse parce que vous avez obtenu la réponse je ne sais pas comment, mais je dirais mais comment il a obtenu ça quoi. Enfin, voilà. Mais avec un dessin et une explication, un petit peu de texte. La fonction elle est là, l'autre fonction elle est là, donc l'intégrale qu'on cherche c'est la surface qui est là assurée. Ah ok, ça me va. Mais il n'y a que quand vous avez des fonctions affines par morceaux et des triangles et des rectangles que vous pouvez faire par la surface, quoi. Du coup, on arrive à la deuxième question de topologie qui est là. On note f, l'ensemble des fonctions, le même que tout à l'heure. L'ensemble des fonctions f qui vérifie f de 0 est égal à 0. On note f bar, l'adhérence de f. Prouvez que la fonction c, qui est la fonction là, prouvez que la fonction c est dans l'adhérence de f. Bon, c'est pas très très compliqué. Il faut juste comprendre les notations et ce qu'on a. On vient de prouver que fn-c en norme 1, ça vaut 1 sur 2n. En particulier, ça tend quand n tend vers plus l'infini vers 0. Donc la norme de fn-c tend quand n tend vers plus l'infini vers 0. Ça veut, et j'ai autre chose, donc alors je vais l'écrire plutôt en dessous parce que celle-là on ne l'a pas faite. On sait que la norme de fn-c en norme 1, ça tend quand n tend vers plus l'infini vers 0. Et fn de 0, je calcule la fonction là qui est là en 0. Fn de 0, ça fait 0. Donc Fn, pour tout n, appartient à F. Comment ça veut dire quoi que Fn-c en norme 1 tend vers 0? D'un point de vue vectoriel et pas d'un point de vue norme. C'est la définition de quoi ça? Alors c'est plutôt Fn appartient à la boule C et ouais alors mais de quel rayon il n'y a pas? Non, ça veut juste dire que on peut dire que Fn tend vers C quand n tend vers plus l'infini. Dire que la norme de quelque chose tend vers 0, c'est l'écart entre deux choses avec un truc fixe, c'est que c'est la limite du truc qui bouge, le truc fixe. Enfin, c'est juste ça. Ça implique que Fn tend vers C dans l'espace E muni de la norme 1. Donc, par définition de l'adhérence, c'est l'ensemble des points qu'on peut atteindre avec une limite. C appartient à F bar. Et la dernière question, c'est la partie F est-elle fermée pour la norme 1? La réponse est assez simple. C de 0, ça vaut combien? Alors j'ai dû faire, mais la fonction C, elle est là. La fonction C, c'est la fonction constante égale à 1. Donc C de 0, ça fait 1. Donc C n'appartient pas à F. J'ai F qui est différent de son adhérence, ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir des trucs qui convergent là-dedans. F différent de son adhérence, F est non fermé. Attention, ça aussi, tiens, j'en ai pas encore parlé. Grosse erreur d'étudiant que je vois quand je les fais passer.
ne pas être fermé ne veut pas dire, absolument pas dire, être ouvert. On peut être ni ouvert ni fermé. Quand je vous fais mes dessins avec des bouts de 3 petits points et des bouts de trucs droits, attention à ça, c'est des erreurs que je vois souvent. Ah, c'est pas fermé, donc c'est ouvert. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà pour cet exercice qu'on a déjà fait. Le gros, c'est des calculs de normes, c'est de la continuité d'application linéaire, etc. Mais il y a aussi la topologie. Voilà pour ça. Je repars sur mon autre exo que je trouve et hop. Celui-là, on l'a fait. Celui-là était bien. ON est compact, on l'a fait. Et il y en a deux des horribles en fait. Ah bah comme j'ai pas... Celui-là il est bien. Enfin celui-là il est encore... On va en refaire un. Je ne sais plus si on l'avait fait sûrement. Dans le chapitre normes, on va pas faire tout l'exo. On va juste faire ce qui a rapport avec la topologie. Mince. Comme j'ai voulu le mettre trop haut, ça... Est-ce que je peux descendre, c'est bon? Non, tu es écrit encore, Carla? Oui. Ça serait pas mieux de mettre plus d'énergie dans l'exo 2, en sachant que l'exo 1, vu qu'on est censé déjà l'avoir vu, on peut plus facilement improviser dessus. Ah, peut-être. Non, peut-être que dans le temps de préparation, il faut... Mais, ouais, alors moi, je dirais un peu ça. C'est-à-dire que je dirais que... Alors, je commencerai mon oral, moi, ma préparation, par... Je regarde mon exo de cours au programme et je revois, est-ce que j'ai les idées? Et je ferai juste un ou deux lignes de... Ça, faut dire ça faut faire ça faut faire ça. Vous voyez, sans l'écrire... sans écrire... Alors après, des fois, c'est dur, hein. Quand c'est des calculs de série et qu'il faut faire un DL, enfin... Il y a des exos qui vont pas s'y prêter. Parce que improviser un calcul, vous êtes plutôt lent en calcul. Improviser les calculs, c'est pas si évident. Ça dépendra des exos. Mais par exemple, des exos théoriques comme ça, ouais, mettre des choses pour avoir des points de départ quand on va arriver sur l'exo et réfléchir plus à l'autre exo, ça me paraît pas mal. Bah, et je pense de toute façon qu'il faut, c'est plus dur d'improviser un exo à froid. Enfin, voilà, donc du coup, passer du temps de préparation, mais par contre, peut-être commencer par ce que vous êtes à peu près sûr de vous sur l'exo de base, quitte à dire, ça, mais on le verra quand on fera la préparation aux oraux, de dire, j'ai fait dans l'exo 1 les questions 1, 2, 3, j'ai pas fait la 4, dans l'exo 2, j'ai fait les questions 1, 2. Dire ça à l'examinateur le jour d'oral, il va entourer les questions pour dire, il faut absolument que pendant les 30 minutes, je vous ai fait voir ces questions-là, et après, on a du temps pour voir le reste. Mais donc ça me permet de changer les choses, quoi. Enfin, pour pas vous embourber dans quelque chose. Quand vous dites rien, si vous arrivez que vous dites rien, déjà, c'est pas à nous de vous motiver à faire des choses, hein, donc on attend. Et non, mais au bout d'un moment, on vous dit quand même, mais vous allez commencer par quel exercice? Ah, je vais commencer par l'exercice 1. Ok, on attend. Enfin, non, mais donc à un moment, il faut que vous parliez. Mais des fois, mais dire je ne sais pas, je suis bloqué, bah, ah, c'est bien. Maintenant, on vous aide. Si vous dites vous aidez, tant que vous dites rien, on vous aide absolument pas. Il peut se passer 30 minutes où il n'y a aucun mot qui est dit, hein, j'exagère, mais on n'est pas là on est là pour répondre à ce que vous faites et pour vous nous présenter ce que vous avez fait. Oui, Axel. Et au niveau des calculs, oui, on a du mal à poser les calculs dans le sens que on est assez lent. Parce qu'on a une filière qui est moins calculatoire que d'autres, par rapport au PSI, c'est plus. Ah non, ils ont moins de trucs que vous juste parce qu'ils ont moins d'heures de maths, hein. Enfin, vous avez le... En sans ingénieur, c'est beaucoup de calculs longs. Euh, Pas trop, mais... wow. Enfin, c'est toujours les mêmes calculs après qui reviennent, hein. Ils ont l'habitude, hein, mais... Oui, ils sont entraînés à ça, mais c'est des calculs très spécifiques, ça n'a rien à voir avec les vôtres. Donc non, ça apporte pas. Euh... Alors, la question qui est de... Hop, c'est démontrer, c'est ça qu'on n'a pas fait. Le reste, on l'a fait, c'est sûr.
Euh, on a montré que c'était des normes, on a montré qu'on pouvait majorer la norme 1 par la norme infinie, ce qui n'est pas vrai dans l'autre sens. On avait démontré que les normes n'étaient pas équivalentes, ça se fait avec la suite des x puissance n qu'on a déjà travaillé, c'est toujours la même chose. Démontrer que tout ouvert pour la norme 1 est un ouvert pour la norme infinie. Oui. On va montrer que tout fermé pour la norme 1, c'est fermé pour la norme infinie. Si on peut complémentaire à chaque fois. Oui, on va plutôt parler en fermé, parce qu'on ne veut pas parler en ouvert, c'est trop compliqué les ouverts pour nous. On va plutôt parler en fermé. Je pense juste à une idée, est-ce que ça peut marcher? Non, on n'a pas ça. Non. Je demandais, non, je voulais faire une autre idée, mais si je pouvais appliquer des fonctions et essayer de voir ça comme des images réciproques d'ouvert de choses, mais on peut pas forcément le faire comme ça. Allons-y. Oui. En fait, je pense qu'ici, ça s'appelle bien en fait, l'utilisation par ouvert direct, parce que si on prend pour tout x, il existe, disons, mu supérieur à 0 tel que bx mu, c'est inclus. En fait, si la boule, ça va être à l'intérieur pour la norme 1, ça va être à l'intérieur pour la norme infinie, parce qu'on a majoré la norme 1 par 2, on peut mettre k, on va avoir le cas d'égalité. Oui, c'est vrai. Non, si, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Ça va aller. Oui, il y a pas plus que ça, je pense ici. Euh, Attends. On a montré qu'un ouvert pour la norme 1 est un ouvert pour la norme infinie. Euh, J'ai un doute si ça marche dans le bon sens. Je vais l'écrire parce que je n'arrive pas à le voir sans l'écrire. Donc allons-y. Oui, alors soit O, plutôt pas si, soit O, un ouvert de EN1. Donc c'est équivalent, je suis d'accord, c'est la définition. Pour tout x appartenant à O, il existe un R strictement positif, tel que la boule de centre X et de rayon R est inclus dans O. Ce qu'on peut aussi réécrire par dire que pour tout Y appartenant à E avec norme de X moins Y strictement plus petit que R, j'ai Y qui appartient à O. C'est-à-dire que dire l'inclusion de la boule dans l'autre ou dire que tout élément de la boule est dans O, c'est la même chose. Et ça, c'est en norme 1. Et donc maintenant, ce que je vais écrire, c'est que pour tout x, alors je l'écris en norme 1. Il ne faut pas que je l'écrive comme ça s'écrit pas n, en norme 1, ça s'écrit n1. Pardon. Donc c'est n1 de y moins x. Alors pour tout x, je vais mettre ici pour tout y appartenant à E, tel que n1 de y moins x est strictement plus grand que r. Ben ouais, non, les inégalités sont pas dans le bon sens en fait. C'est bien ce que... En fait, on a n1 inférieur à k n infini. Oui. On ne peut pas juste reprendre k qui donne l'égalité au lieu de l'inégalité. Parce que c'est plus grand ou égal, ça peut être alors simplement égal. Non mais, alors là, ce que moi je veux obtenir, c'est que à partir de cette info-là, je veux obtenir l'info que pour tout y appartenant... Donc je sais que ça, c'est vrai. Donc je veux convertir cette info-là en une info en n infini de ceci, est plus petit qu'un R'. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et que j'ai toujours y dans θ. C'est comme ça que je vais conclure. T'es d'accord ou pas? Et le problème, c'est que là, avec la majoration de n1 par R, bah, l'inégalité, si je remonte un tout petit peu, l'inégalité, elle n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire que là, je veux majorer par un autre truc que je majore. Donc je vois pas comment je vais m'en sortir directement. Il doit y avoir moyen, mais... Alors, avec l'inégalité triangulaire, la méchante,
Je m'en sors. Si je vais dans l'autre sens, ça fait du n1 de y moins n1 de x. Mais non, je peux remajorer, donc j'ai toujours mes inégalités qui vont pas dans le bon sens. Axel? Si on passait par la négation, par la contraposée en disant que on prend le fermé. Alors, la contraposée d'un ouvert, ce n'est pas un fermé. C'est exactement le problème. Non, mais c'est le problème que j'ai dit tout à l'heure. Il faut apprendre. C'est pas simple, hein. Ça paraît tellement logique dans le sens des mots de dire que le contraire d'un ouvert, c'est un fermé que ça marche comme ça, mais ça marche. Enfin, c'est pas vrai. Du coup. Non, bah je vois pas comment faire comme ça. Je repasserai bien du coup par mes fermés, moi. Ça me paraît quand même plus naturel. Alors, donc je reprends à 0 entre guillemets. Maintenant, je vais mettre soit f un fermé pour l'espace EN1. Ce qui veut dire que quelle que soit la suite Fn qui tend quand n tend vers plus l'infini, c'est l'inverse que je veux. Je suis en train de vous faire une bêtise. Si je veux passer au complémentaire dans ma propriété, je vais trop vite, mais oui, pour moi c'était l'idée de prendre les fermés, mais attendez. Tout ouvert est un ouvert pour la norme infinie. Si, c'est pas dans l'autre sens que je fais. Si je prends un fermé de la norme infinie, ça devient forcément un fermé pour la norme 1, il n'y a aucun souci à cause de la majoration. Mais du coup, quand je passe au complémentaire, je retourne les choses. Tout ouvert pour la norme 1 est un ouvert pour la norme infinie. Je lis dans le mauvais sens, attendez. Je me refais mon dessin pour pas me planter. J'appelle ça N1 et j'appelle ça N infini. Ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout ouvert pour la norme infinie, c'est un ouvert, mais il y a des ouverts pour la norme infinie qui ne sont pas des ouverts pour la norme 1. Donc j'ai en gros les ouverts de la norme infinie, l'ensemble des ouverts de la norme 1 qui est inclus dans l'ensemble des ouverts de la norme infinie. Quand je vais passer au complémentaire, je vais avoir, si après, ça c'est l'ensemble des ouverts, j'exagère, mais quand je vais passer au complémentaire, je vais avoir l'ensemble des fermés de la norme infinie qui est là, et l'ensemble des fermés de la norme 1 qui est ici. Donc je veux montrer qu'un fermé pour la norme infinie est un fermé pour la norme 1, et pas dans l'autre sens. Et là, mes inégalités sont dans le bon sens, ça marche. Donc soit f un fermé pour En infini. Ça veut dire que Fn tend vers F. Pour tout Fn qui tend vers F, petit f appartient à grand F. Ou F infini peut-être, je ne sais pas si on va le noter comme la limite F infini. Ok. Et maintenant ce qui se passe, et c'est pour ça que ça va gagner. Alors, la norme 1 de Fn-F, avec le même F infini, hein. La norme 1 de Fn-F, elle est plus petite fois la norme... Et je rappelle, ceci, j'ai oublié de le mettre, mais ceci, ça se traduit par la norme infinie de Fn moins F infini tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, la norme 1, elle est plus petite que k fois la norme de Fn moins F infini.
Une norme, c'est positif. Ceci tant quand n tend vers plus l'infini vers 0. Je finis juste ça et on arrête après. Donc, la norme 1 de fn moins f infini tant quand n tend vers plus l'infini vers 0 par théorème d'encadrement. Donc, Fn tend vers le même f infini qu'avant. Ce qui fait marcher les choses, c'est que c'est le même f infini qu'avant qui était dans grand F. Dans l'espace En1. Donc, F est un fermé de E muni de la norme 1. Et maintenant, avec le dessin que je vous ai fait avant, par passage au complémentaire, tout ouvert de N1 est un ouvert fallait faire attention que le passage au complémentaire nous faisait inverser le sens des choses qu'on voulait prouver. Mais tu vois, ouais, en sens direct, je suis d'accord avec toi, hein, ça paraît logique, je suis complètement d'accord avec toi, Ege, mais l'écrire mathématiquement, les inégalités sont pas dans le bon sens, en fait. J'arrive pas à l'écrire dans le bon sens. En repassant par les fermés, il fallait juste pas rater l'inversion de sens. Les inégalités marchent parfaitement bien, quoi. C'est quoi l'objectif de l'inversion de sens? Ben, si une partie est incluse dans l'autre,